La fumée s'échappait du dernier étage de la tour Montclair, un gratte-ciel de verre dominant la baie parisienne. Sous les sirènes et les éclats de flammes, Carter Delaunay, technicien de maintenance et père célibataire, fonçait à travers la chaleur infernale. Sur son épaule, il portait le corps inconscient de Élise Moreau, la présidente directrice générale du groupe Montclair System. Les vitres éclataient en pluie de verre, et dans la ville endormie, les gens regardaient, stupéfaits, un simple homme devenir un miracle. Des heures plus tard, dans la lumière blanche d'un hôpital, Élise se réveilla, haletante, brûlée au bras, le visage baigné de larmes, et murmura une phrase qui fit basculer la nuit. « C'est moi, qui ai allumé le feu. » Ce fut comme une explosion silencieuse. Honte. Procès. Titres de journaux. Et, dans un coin du couloir, Carter sentit ses propres cicatrices se rouvrir. Pouvait-il sauver une femme qui avait presque tout détruit, y compris lui-même? La tour Montclair scintillait comme un phare au-dessus de la Seine. 58 étages de verre et d'acier, symbole de l'ambition et du contrôle absolu d'Élise Moreau. Cette nuit-là, le vent venu de la mer claquait contre les façades, faisant vibrer les drapeaux tricolores sur leurs mâts. À l'intérieur, le système de climatisation maintenait un parfait 21 degrés, mais l'atmosphère, elle, était prête à s'embraser. Carter Delaunay inspectait les vannes de pression au 47e étage. À 35 ans, il portait sur lui cette assurance tranquille qu'ont les hommes qui ont déjà trop vu. Son casque était couvert de petits autocollants en forme de flammes, un pour chaque chantier sans incident. Sa fille de 8 ans, Lucie, appelait ces flammes les étoiles de papa. Pour elle, elles prouvaient que son père réparait ce que les autres cassaient. Mais elle ignorait la blessure invisible qu'il portait depuis 5 ans, la culpabilité d'avoir été 30 secondes trop tard lors de l'incendie de l'entrepôt de Saint-Maur. 30 secondes. Ce nombre le hantait. Ce soir-là, Carter travaillait avec Otis Lambert, le chef d'équipe de nuit, un colosse à la voix douce qui fredonnait un vieux morceau de jazz. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'un sifflement étrange traverse les couloirs, ce son bref et sec qu'un pompier reconnaît entre mille, celui d'un feu qui vient de trouver de l'air. Au dernier étage, Élise Moreau, seule dans son laboratoire de recherche, fixait une armoire ignifugée. À l'intérieur, des dossiers capables de ruiner 12 ans de carrière. Des audits falsifiés, trafiqués par sa directrice des opérations, Sophie Valland, pour couvrir une série d'investissements douteux. Si la vérité éclatait, le président du conseil, Clément Reynaud, saisirait sa chance pour la remplacer. Alors, dans un geste de panique calculé, Élise craqua une allumette. Un feu contrôlé, se disait-elle. Juste assez pour détruire le disque dur, sans danger pour le reste du bâtiment. Mais elle n'avait pas prévu le vent, ni le souffle que les conduits d'aération transformeraient en tempête. Quand le joint du coffre céda, les flammes trouvèrent leur liberté. L'alarme retentit à 1h13. Carter entendit l'appel sur sa radio, niveau Pentouze, laboratoire de données. Son corps réagit avant sa pensée. Otis cria son nom, mais déjà Carter dévalait les escaliers, 3 marches à la fois. Les ascenseurs s'étaient verrouillés automatiquement, bon réflexe. Dans un incendie, un ascenseur devient un cercueil. Au 57e étage, la fumée rendait le couloir méconnaissable. Carter enfila sa cagoule thermique, vérifia son respirateur et enfonça la porte de service. La chaleur le frappa comme un mur. Les sprinklers s'activaient, mais le feu courait dans les conduits comme un animal vivant, affamé. La porte du laboratoire était tordue. 3 coups d'épaule. Au 4e, elle céda. À l'intérieur, sous un bureau renversé, gisait Élise. Carter fit ce qu'il savait faire, vérifier la respiration, protéger la nuque, soulever sans perdre une seconde. Il la chargea sur son dos, son manteau ignifugé la couvrant comme une armure. Le verre tombait du plafond comme de la pluie. La chaleur poussait contre lui, chaque pas une lutte. Et dans le fracas, une voix du passé résonna dans sa tête. Ne laisse pas le feu te définir. Henri Beaulieu, son collègue mort dans l'entrepôt. Ce soir-là, ces mots lui donnèrent des ailes. 6 étages plus bas, les secours prirent le relais. Carter tomba à genoux, retira sa cagoule, avalant l'air froid du couloir. Son téléphone vibra. L'écran afficha le visage de Lucie. « Papa. Tu es tout noir. Tu es blessé ?» Il força un sourire. « Tout va bien, ma chérie. Papa a juste fait son travail. Tu as encore sauvé quelqu'un ?»« Oui, murmura-t-il. »« Alors tu es mon super-héros. » L'aube se levait sur Paris lorsqu'Élise Moreau ouvrit les yeux dans la chambre d'hôpital. Le plafond blanc lui sembla tourner comme un manège silencieux. Ses mains tremblaient. Son corps sentait encore la fumée, cette odeur âcre qui colle à la peau plus fort que la honte. À côté d'elle, une infirmière vérifiait ses constantes. « Vous avez beaucoup de chance, Madame Moreau. Sans ce technicien, vous n'auriez pas passé la nuit. » Le mot technicien la heurta. Elle savait qu'il s'appelait Carter Delaunay, qu'il avait risqué sa vie pour la sauver. Et pourtant, dans un coin de sa mémoire, une voix répétait « C'est toi qui as allumé l'étincelle. » 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit. Une femme en tailleur noir entra, portant un classeur et un regard acéré.
Maître Camille Brieux, votre avocate, annonça-t-elle d'un ton calme. Élise tenta de se redresser. Je ne voulais pas que ça prenne cette ampleur. Je voulais seulement effacer les faux chiffres. Camille posa son stylo. Vous comprenez ce que vous venez d'avouer? Oui. Mais je devais protéger mon entreprise, mes employés. C'est Sophie Vallant qui a trafiqué les comptes, pas moi. J'ai voulu détruire les fichiers avant qu'ils ne sortent dans la presse. Je croyais pouvoir contenir le feu. La voix d'Élise se brisa. Des larmes coulaient sur ses joues. Et maintenant? Demanda-t-elle dans un souffle. Maintenant, répondit l'avocate, il faut prouver que vous n'avez pas agi par cupidité. Mais ce sera difficile. Très difficile. Ce qu'Élise ignorait, c'est qu'à quelques mètres de là, dans le couloir, Carter se tenait debout. Il venait simplement s'assurer qu'elle allait bien. Il leva la main pour frapper, mais s'arrêta en entendant sa confession. C'est moi qui ai mis le feu. Les mots le frappèrent comme un coup de vent brûlant. Son souffle se bloqua. La femme qu'il avait sauvée était celle qui avait tout déclenché. Pendant un instant, il revécut l'entrepôt en flammes, Henri Beaulieu criant son nom, la structure s'effondrant 30 secondes trop tôt. Le feu ne pardonne pas. Et les secrets non plus. Quand Camille sortit de la chambre, elle le trouva figé devant la porte. « Vous avez entendu, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'un ton sec. « Assez, répondit-il. Alors vous savez que c'est une information confidentielle. Je ne compte pas la dénoncer. Mais je ne vais pas non plus faire semblant de ne pas savoir. » L'avocate le détailla longuement, devinant qu'il ne cherchait ni vengeance ni gloire. « Vous êtes l'homme qui l'a sorti du feu. Vous savez ce que c'est que de faire un mauvais choix en 5 secondes, non ?» Les yeux de Carter s'assombrirent. Elle savait. Elle connaissait son passé, Henri, l'incendie de Saint-Maur, les 30 secondes de trop. « Oui, dit-il enfin. Et je sais aussi qu'un feu, même accidentel, laisse toujours des traces, surtout dans ceux qui l'ont allumé. » Le lendemain, la presse s'empara de l'histoire. Les chaînes d'infos affichaient l'incendie de la tour Montclair, sabotage ou fraude interne. Gwenaël Portier, journaliste d'investigation au ton incisif, campait déjà devant le bâtiment, micro à la main, filmant les pompiers et les avocats. À l'intérieur, le service de communication luttait pour sauver ce qui pouvait l'être. 3 communiqués furent rédigés, tous rejetés, aucun ne pouvait cacher l'évidence. Le feu était parti du laboratoire privé de la PDG, et elle seule s'y trouvait. Dans la salle du conseil, Clément Reynaud, président du groupe, exigea sa suspension immédiate. Face à lui, Sophie Vallant affichait une compassion feinte, tout en imaginant déjà son nom sur la porte du bureau d'Élise. Pendant ce temps, l'enquête technique débutait. William Crosnier, expert en sécurité incendie, arpentait les décombres avec la rigueur d'un horloger. Il mesura, nota, photographia. Quelque chose ne collait pas, les conduits d'aération semblaient avoir été manipulés manuellement avant l'explosion. Quelqu'un avait ouvert le passage à l'air. 2 auteurs pour un seul feu? La question resta suspendue dans l'air comme la fumée des cendres. Cette nuit-là, la vidéo de Carter portant Élise dans ses bras fit le tour du pays. On l'appelait déjà le héros de Montclair. Les journalistes campaient devant chez lui. Mais Carter détestait ça. Il n'avait accepté une seule interview que pour Lucie, qui voulait montrer à tout le monde que papa protège les gens. Quand il éteignit la télévision, il se surprit à murmurer. Si seulement elle savait que j'ai sauvé celle qui a tout brûlé. Deux jours plus tard, le téléphone de Carter vibra alors qu'il terminait un contrôle de sécurité dans un immeuble de la Défense. La voix au bout du fil était claire, posée, mais tranchante. Maître Brieux à l'appareil. Monsieur Delaunay, j'ai une proposition. Carter fronça les sourcils. Si c'est encore pour parler de l'incendie, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas une interview, dit-elle. Pierce Meridian, pardon. Montclair System a besoin d'un consultant indépendant. Votre témoignage sur la sécurité du bâtiment est essentiel pour l'enquête. Vous voulez ma caution morale, corrigea-t-il. Nous voulons la vérité, répondit calmement l'avocate. Et croyez-le ou non, Madame Moreau aussi. Carter resta silencieux. Chaque fibre de son être lui criait de refuser. Mais quelque chose dans la voix de Camille, un mélange de respect et d'urgence, le fit hésiter. Très bien, finit-il par dire. Mais à une condition, pas de mensonge, pas de façade. C'est exactement ce qu'elle souhaite, dit Maître Brieux. Elle tient même un journal. Chaque jour, elle y note ses décisions, ses peurs, ses regrets. 2 jours plus tard, Carter entra dans la salle de réunion du 32e étage. Une pièce froide, trop blanche, où l'air semblait filtré de toute émotion. Élise l'attendait déjà. Elle portait un tailleur gris, ses cheveux relevés en un chignon sévère. Elle semblait plus petite qu'avant. Moins reine, plus femme. Merci d'être venue, dit-elle d'une voix basse. Je suis là pour faire mon travail, pas pour vous absoudre. Elle hocha la tête, sans se défendre. Je comprends.
Mais je veux que vous voyiez ça. Elle posa un carnet en cuir sur la table et l'ouvrit à la première page. Les lignes étaient droites, les mots précis. Jour 1. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire au lieu de fuir. Ce journal contient tout, continua-t-elle. Chaque décision, chaque erreur. Je veux qu'on me juge sur la vérité, pas sur les rumeurs. Carter la fixa longuement. Pourquoi me le montrer, à moi? Elle releva enfin les yeux vers lui. Parce que c'est vous qui m'avez sorti du feu. Peut-être que vous êtes le seul capable de me dire si je mérite de marcher encore. Un silence lourd s'installa. Carter ne répondit pas. Mais son regard s'adoucit imperceptiblement. L'après-midi, il l'emmena jusqu'aux pentouses. Le couloir était encore noirci. Sur les murs, les traces de flammes dessinaient des lignes fantomatiques. Regardez ici, dit-il en montrant une zone brûlée juste au-dessus d'une sortie d'aération. C'est la limite? Demanda-t-elle. Oui. La ligne entre la vie et la mort. Si vous aviez été là 5 secondes de plus, vous n'en seriez pas sorti. Élise baissa les yeux, pâle comme la cendre. Je n'ai jamais voulu que ça dégénère? Je sais, coupa doucement Carter. Mais le feu s'en moque. Il ne juge pas vos intentions. Seulement ce que vous lui avez donné à manger. Ces mots la transpercèrent plus sûrement que la chaleur des flammes. Quelques étages plus bas, William Crosnier poursuivait ses analyses. Il avait reconstitué le schéma de propagation et découvrit une anomalie troublante. Plusieurs volets de ventilation avaient été ouverts manuellement avant le départ du feu. Quelqu'un avait aidé l'incendie à se propager. Lorsqu'il en informa Carter, celui-ci sentit son instinct se réveiller. Vous pouvez identifier l'auteur de la commande? D'après les logs, oui, un ingénieur nommé François Walker. Mais Walker jurait être chez lui cette nuit-là. Son badge n'avait jamais quitté sa table de chevet. Carter fronça les sourcils. Quelqu'un a cloné son identifiant. Exactement. Et cette personne savait parfaitement comment contourner le système. Leurs regards se croisèrent. Un nom se forma en silence sur leurs lèvres, Sophie Vallant. Les jours suivants, Carter passa des heures à retracer les accès informatiques avec François. Ils découvrirent que quelqu'un au plus haut niveau avait non seulement manipulé le système, mais documenté les failles depuis des mois. Quelqu'un qui préparait sa chute avec précision. Pendant ce temps, dans les bureaux du conseil, Sophie manœuvrait pour prendre le pouvoir. Elle se montrait douce, raisonnable, rassurante. Et déjà, certains commençaient à l'appeler Madame la future PDG. Un soir, après une journée d'analyse, Élise demanda à Carter de lui montrer comment un feu pouvait s'éteindre autrement que par la force. Il sortit une bougie de démonstration, l'alluma et souffla doucement, 2 billets. On ne combat pas le feu de face, dit-il. On coupe ce qui le nourrit. C'est pareil avec la honte. Si vous essayez de la battre, elle grandit. Si vous l'observez, elle s'éteint. Élise resta immobile, fascinée par la flamme mourante. Et si on n'y arrive pas? Murmura-t-elle. Alors on apprend à vivre avec la lumière qu'elle laisse. Le silence qui suivit fut plus fort que toutes les sirènes. Le lundi suivant, un courriel circula dans tous les bureaux de Montclair. Assemblée générale exceptionnelle, présence obligatoire. Le message était signé par Élise Moreau. Camille Brieux avait tenté de l'en dissuader. Tu ne leur dois rien, lui avait-elle dit. Mais Élise savait qu'elle ne fuyait plus. Si je me tais, d'autres écriront mon histoire à ma place. Carter, lui, était debout au fond de l'auditorium lorsque les lumières se tamisèrent. Devant 800 employés, Élise monta sur l'estrade, les mains nues, sans notes, sans micro-cravate, juste sa voix. 3 semaines, commença-t-elle, 3 semaines que j'évite votre regard. J'ai commis une faute. Une faute grave. J'ai provoqué l'incendie du laboratoire. Pas pour l'argent, pas par vengeance. Par peur? Peur de voir 12 ans de travail balayés par une fraude que je n'ai pas commise. J'ai cru pouvoir contrôler le feu. J'ai eu tort. Un murmure parcourut la salle. Élise ne fléchit pas. Je ne demande pas votre pardon, dit-elle. Je demande seulement que vous sachiez, je prends l'entière responsabilité de mes actes. Je collaborerai avec la justice. Et si je me tiens ici, c'est grâce à Carter Delaunay, l'homme qui m'a sorti du brasier quand j'aurais mérité d'y rester. Carter sentit un serrement dans sa poitrine. Il n'avait pas prévu d'être cité. Mais les mots d'Élise ne sonnaient pas comme une stratégie, ils sonnaient vrais. Le silence s'épaissit. Puis, lentement, quelques mains se levèrent. Des questions, d'abord timides, jaillirent. Pourquoi ne pas avoir dénoncé la fraude avant? Qui d'autre était impliqué? Comment éviter qu'un tel désespoir se reproduise? La discussion dura plus de 2 heures. Certains partirent furieux, d'autres restèrent, émus. Pour la première fois, Montclair parlait de ses fissures au lieu de les masquer sous le verre. Mais le répit fut de courte durée. Le lendemain, Clément Reynaud convoqua le conseil d'administration. À l'ordre du jour, la destitution définitive d'Élise Moreau. La majorité était acquise. Et Sophie Vallant, impeccable dans son tailleur ivoire, s'apprêtait déjà à reprendre la direction.
C'est alors que William Crosnier débarqua dans la salle de contrôle, brandissant un dossier. « Carter, regarde ça !» Sur les graphiques imprimés, les données des conduits d'aération défilaient comme un électrocardiogramme. À minuit 58, 43 minutes avant le départ du feu, un accès manuel avait été enregistré. Badge utilisé, S. Valant. Et la caméra du parking montrait sa voiture franchissant la barrière à cette heure-là. Elle a trafiqué le système, murmura Carter. Et elle recommence. Regarde les lignes de commande, elle vient de programmer un test électrique aux pentouses. Carter blêmit. C'est aujourd'hui, pendant la réunion du conseil. Ils se ruèrent vers les ascenseurs de service, William, Carter et François Walker, l'ingénieur innocenté. Les voyants du tableau de contrôle clignotaient déjà en rouge. Dans la salle serveur, des câbles chauffaient, prêts à exploser. Sophie Valant était là, debout devant un panneau de commande, les doigts volants sur le clavier. « Stop !» cria Carter. Elle sursauta. « Je répare un court-circuit. » lança-t-elle, la voix tremblante. « Non, » répliqua William, badge à la main. « Vous en créez un. Et nous avons les preuves. » Un instant suspendu. Puis le chaos. Les alarmes retentirent. Carter coupa l'alimentation principale, tandis que François bloquait Sophie avant qu'elle ne touche une autre touche. En bas, la réunion s'interrompit sous les cris et le vacarme. Élise, comprenant que quelque chose se passait, accourut. Carter hurla. « Activez la sécurité secondaire. » Elle obéit sans réfléchir. L'extincteur automatique se déclencha, projetant un nuage blanc qui étouffa le début d'incendie. Les caméras des chaînes d'infos, alertées par les alarmes, capturèrent tout. La coordination parfaite, le sauvetage inversé, la chute symbolique de celle qui avait voulu manipuler le feu. Sophie s'effondra au sol, son masque de contrôle craqué. « Je voulais juste prouver que le système était défectueux », balbutia-t-elle. Mais personne n'y crut. Les jours suivants révélèrent toute l'ampleur de son complot. 2 ans de détournement dissimulé sous des opérations fictives. Clément Reynaud lui-même avait touché des commissions. Quand la vérité éclata, il démissionna dans un silence honteux. Élise, elle, fut inculpée pour mise en danger volontaire, mais non pour fraude. Le juge reconnut qu'elle n'avait cherché ni profit ni vengeance, seulement une fuite impossible. Peine, 2 ans de probation, amende, et 1000 heures de service communautaire dans la formation à la prévention incendie. Sophie Valant, en revanche, fut arrêtée pour fraude, conspiration et tentative de destruction de preuves. Son règne de verre venait de fondre. Quand Carter quitta le tribunal ce soir-là, il leva les yeux vers la tour Montclair. Les vitres reflétaient le couchant comme des braises apaisées. Pour la première fois depuis longtemps, il respira sans que la fumée du passé ne lui serre la gorge. Trois mois plus tard, l'air de la ville avait changé. La tour Montclair, rouverte après inspection, brillait à nouveau dans la lumière de l'été. Mais son sommet, jadis symbole d'arrogance, portait désormais une plaque. Ne pas craindre la lumière du feu, mais oublier qu'elle éclaire. Carter passait ses journées à vérifier des systèmes de sécurité dans d'autres immeubles. Le soir, il rentrait chez lui, là où Lucie, sa fille de 8 ans, l'attendait avec des dessins d'incendies éteints par des cœurs. Elle disait qu'il réparait les bâtiments tristes. Et peut-être, oui, il se réparait un peu lui-même. Un matin, un numéro inconnu apparut sur son téléphone. Élise Moreau. Sa voix était plus calme qu'il ne l'avait jamais entendue. « Bonjour, Carter. J'ai un projet à te proposer. » Il resta silencieux. « Je t'écoute. Le conseil m'a demandé de créer une fondation pour la sécurité et l'éthique industrielle. Je veux la nommer Fondation Henri Beaulieu. » Carter ferma les yeux. Le nom vibra en lui comme un souvenir qu'on effleure. « En hommage à ton ami, » ajouta Élise. « Nous financerons du matériel de prévention pour les petites communes, des bourses pour les familles de pompiers, et des formations. » Une longue pause. Puis un souffle. « Il aurait aimé ça », murmura Carter. « Oui, faisons-le. » 6 mois plus tard, la Fondation Beaulieu fut inaugurée dans une ancienne caserne restaurée au bord de la Seine. Les murs portaient encore des marques de suie, préservées volontairement comme mémoire du risque. Lors de la cérémonie, Élise prononça quelques mots simples. « On ne peut pas effacer le feu. Mais on peut choisir ce qui l'éclaire. » Carter, debout dans le public, sentit quelque chose céder en lui, pas de douleur, mais un relâchement. Pour la première fois depuis des années, il ne portait plus son poids seul. Les mois suivants, ils travaillèrent côte à côte. Elle dirigeait avec rigueur et humilité, lui supervisait les ateliers de formation, souvent accompagnée de Lucie, qui distribuait des autocollants, feux éteints égale cœur sauvé. Entre eux, il n'y avait pas de promesses ni de gestes déplacés. Seulement un respect silencieux, un lien qui se tissait lentement, solide comme un acier revenu du feu. Un soir d'automne, après une collecte réussie pour équiper les écoles rurales, Élise proposa.
Viens, j'aimerais te montrer quelque chose. Ils montèrent sur le toit de la caserne rénovée. La scène en contrebas brillait sous les lampadaires, un ruban doré qui respirait. Élise sortit une bougie et une allumette. C'est pour Henri. Et pour tous ceux qu'on n'a pas pu sauver. Carter hocha la tête, incapable de parler. Elle alluma la flamme. Tu m'as appris à ne pas la combattre de face, dit-elle doucement. Alors, regarde. Elle souffla lentement, de biais, comme il le lui avait montré. La flamme s'éteignit sans heurts, laissant un mince filet de fumée monter vers le ciel. Parfois, reprit-elle, le feu ne détruit pas. Il révèle. Et parfois, il unit, répondit-il. Leurs regards se croisèrent. Un silence s'installa, paisible, presque sacré. Sous leurs pieds, la ville vibrait comme un cœur vivant. Lucie surgit alors, un gâteau à la main, couvert de bougies tordues. « C'est pour vous deux !» cria-t-elle. Carter éclata de rire, Élise aussi. Ils s'assirent sur le muret du toit pendant que la petite s'appliquait à allumer les bougies. « Fais un vœu, dit-elle à chacun. Carter regarda Élise. Elle souffla doucement, encore une fois de côté, et la flamme s'éteignit. « Que as-tu souhaité ?» demanda-t-il. « Que nous n'oublions jamais comment on en est arrivé là. Et toi ? Que nous arrêtions de nous définir par nos erreurs. » Lucie leva les yeux au ciel, comme les enfants qui comprennent plus qu'ils ne disent. « Moi, j'ai souhaité qu'on mange du gâteau et qu'on reste amis pour toujours. » Ils éclatèrent de rire, sincèrement cette fois. Le vent de la scène dispersa la fumée des bougies, fine et claire. Carter posa sa main sur la table de pierre. Élise y posa la sienne, sans mots, juste assez près pour que la chaleur passe. 2 survivants. Une flamme. Et la promesse de ne plus fuir la lumière. L'hiver arriva doucement, sans éclat. Les rues de Paris se couvraient de givre, et la caserne de la Fondation Beaulieu brillait sous les guirlandes suspendues entre les piliers. Carter, emmitouflé dans son manteau, observait les bénévoles ranger les derniers cartons de dons. Il sourit en voyant Lucie, en bonnet rouge, expliquer à un pompier comment respirer doucement sur les flammes, pas trop fort. Elle répétait ses leçons, et chaque mot sonnait comme un héritage. Élise s'approcha, tenant 2 cafés fumants. « Tu sais qu'elle m'a dit que tu es son héros absolu ?» Carter sourit. « Elle exagère. J'ai simplement arrêté de courir après ce que je ne pouvais pas réparer. » Ils s'assirent sur les marches, le soleil d'hiver caressant les vitres gelées. « Tu crois qu'on peut vraiment renaître après tout ça ?» demanda Élise. « Pas renaître, répondit-il. Mais apprendre à vivre avec les cicatrices. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de brûler. » Le soir même, un gala discret célébrait les 6 premiers mois de la fondation. Pas de flash, pas de champagne à outrance. Seulement des familles, des pompiers, des étudiants boursiers venus dire merci. Sur une table, un cadre montrait la plaque inaugurale. Fondation Henri Beaulieu, vérité, responsabilité, pardon. Carter la contempla longuement. Ce triangle, c'était Lucie qui l'avait dessiné. Le feu transformé en symbole de guérison. Lorsqu'Élise monta sur scène, la salle s'immobilisa. Il y a 1 an, j'ai voulu cacher mes fautes derrière la fumée. Ce soir, je n'ai plus peur de la lumière. Elle chercha Carter dans le public, et leurs regards se croisèrent. Parce que quelqu'un m'a appris qu'on peut traverser les flammes sans s'y perdre. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Carter détourna les yeux, incapable de supporter cette reconnaissance nue. Mais au fond, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Après la cérémonie, ils montèrent sur la terrasse. Le ciel était clair, les toits argentés par la lune. Carter posa son gobelet vide sur la rambarde. « Tu te souviens de cette nuit ?» demanda Élise. « Laquelle ? Celle où tout a brûlé. » Il hocha la tête. « Oui. Et je me souviens surtout du moment où tout s'est tu, juste avant qu'on sorte. Comme si le feu lui-même retenait son souffle. Ce silence, murmura-t-elle. C'est là que j'ai compris. Ce n'est pas la peur qui détruit. C'est le mensonge. » Elle sortit alors un petit coffret noir de sa poche. Carter fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un souvenir, dit-elle simplement. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une clé, gravée de leurs initiales. C'est celle du bureau de la fondation. J'aimerais que tu en sois co-directeur. Ce projet, ce n'est pas le mien. C'est le nôtre. Carter la regarda longtemps, avant de sourire. Tu sais ce que je vois quand je te regarde aujourd'hui ? Quoi donc ? Pas une femme qui a mis le feu à sa tour. Une femme qui a appris à s'y réchauffer. Élise rit, un rire léger, presque timide. Le vent d'hiver leur picotait les joues, mais la chaleur entre eux suffisait. En bas, Lucie courait entre les stands de chocolat chaud. Elle leva les yeux et leur fit signe. Carter descendit, la prit dans ses bras. « Papa, dit-elle, tu sens la fumée. »« Peut-être, mais c'est une bonne fumée, répondit-il en riant. Celle qui dit qu'on a éteint le feu. » Élise les rejoignit. Lucie glissa sa petite main dans la sienne. « Toi aussi, tu as été courageuse, dit-elle à Élise. Carter m'a dit qu'il faut parfois entrer dans le feu pour aider quelqu'un à sortir. » Élise sentit ses yeux s'embuer. Elle s'accroupit à la hauteur de l'enfant.
Alors promets-moi une chose, Lucie. Laquelle? Que tu ne laisseras jamais une flamme grandir seule. Ni dans un bâtiment, ni dans un cœur. Lucie hocha la tête gravement. Cette nuit-là, en quittant la caserne, Carter s'arrêta pour regarder le fleuve. Les lumières de la ville se reflétaient comme 1000 braises tranquilles. Il sentit une main effleurer la sienne. Élise, silencieuse. Pas besoin de mots. Le feu, désormais, ne faisait plus peur. Il éclairait juste leur chemin. Et dans ce calme retrouvé, entre le froid de la nuit et la chaleur de leurs âmes apaisées, il comprit enfin ce qu'Henri lui avait voulu dire, 5 ans plus tôt. Ne laisse pas le feu te définir. Laisse-le te transformer. Carter serra doucement les doigts d'Élise. Lentement, dit-il. Et sûrement, répondit-elle. La caméra s'éloigne, 3 silhouettes sous la lueur d'un lampadaire, unies par la même flamme intérieure, celle qui ne brûle plus, mais éclaire. Fin.